Donc, je donne tout de suite la parole à Alessandra et François, ou les deux, je ne sais pas comment vous souhaitez intervenir. Alessandra? Oui, ça sera les deux. Donc, je vais commencer par te remercier de nous avoir conviés à cette table ronde qui s'annonce avec plein de personnes déjà, et en tous les cas intéressante sur l'intervention qui nous a précédés. Donc, tu nous as présenté, je suis Alessandra Quadrelli, tu as présenté François Ozanam, tu as dit que nous étions membres parce que notre mandat va s'achever de la section 14. Nous allons faire une présentation à deux voix. Et donc, les premiers mots que je vais dire peut-être, c'est qu'est-ce qu'est la section 14 ? Et avec une différence marquée entre sciences humaines molles et sciences dures, je vais m'appuyer sur un PowerPoint que je vais essayer de partager maintenant. Alors, je partage et je cherche, je trouve, et j'espère que vous le voyez et qu'il est en plein écran. Celui de nos autres 6 acolytes qui sont tous membres de la section 14. Section 14, c'est que nous sommes des chimistes. L'intitulé long, c'est chimie de coordination, catalyse et procédés. Et au cours de notre travail au comité national, qui est le pendant du CNU, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, le CNRS et qui sont plus familiers avec le système des universités. Donc, pendant notre mandat de 5 ans, ce groupe, cette section 14 formée de 21 membres, s'est autosaisi d'un problème parité et évaluation, les critères sur lesquels on devait se baser pour évaluer les dossiers de nos collègues chercheurs et chercheuses et pour avancer sur les concours. Et nous avons constitué un groupe de 8 personnes que vous voyez ici, donc un bon tiers de la section, et avons réfléchi à quelle était une façon d'améliorer la parité et de voir si c'était nécessaire d'améliorer les critères. Alors, nous nous sommes vite rendus compte que les réflexions qu'on menait avaient un écho plus large qui dépassait la chimie, parce que si nous nous sentions plutôt bien outillés pour évaluer nos compétences techniques de niche, nous voyons bien qu'une évaluation d'un métier de chercheur est bien plus large que cela et qu'il fallait s'attaquer à des réflexions qui pourraient intéresser toutes les sections du CNRS et l'évaluation en général. Donc, c'est de ce travail dont nous allons vous parler et je passe la main à François pour voilà, commencer la présentation et le positionnement du problème. Bien, alors je prends donc la parole. Comme Dominique l'a dit tout à l'heure, ce travail a commencé après une interpellation du PDG du CNRS, Antoine Petit, qui à l'automne 2018 a enjoint en quelque sorte aux sections du comité national de promouvoir davantage de femmes, d'avoir autant de femmes promues que de promouvables en proportion. Alors, il s'appuyait sur un constat qui est qu'il y a une disparité dans les carrières entre les hommes et les femmes au CNRS, et c'est ce que confirment les données qui sont publiées chaque année par le CNRS, qui sont actuellement à l'écran. Alors, c'est peut-être pas extrêmement spectaculaire, mais enfin quand même, vous voyez que les courbes qui correspondent aux directeurs de recherche, elles sont toutes situées en dessous de la courbe de la proportion des chercheuses au CNRS, alors que les courbes qui concernent les chargés de recherche sont tout au-dessus, ce qui est déjà un premier indicateur, comment dire, pas très normal. Et puis, alors, on peut quand même avoir l'impression que la situation s'arrange doucement ou vite. Enfin, c'est une question d'appréciation, mais c'est pas si vite que ça, et c'est de moins en moins vite, parce que si vous regardez la pente des courbes noires et vertes en particulier, celles qui concernent les DR2 ou les DR1, là où il y a du monde, là où c'est statistiquement significatif, eh bien, cette pente, au fur et à mesure que le temps passe, se diminue et donc l'horizon recule un petit peu en marchant. Donc là, il y a vraiment besoin de faire quelque chose. Et quand le PDG dit que ce n'est pas acceptable et que ça doit être une priorité de l'établissement, je crois que tout le monde ne peut être que d'accord
avec cette affirmation. En revanche, quand il dit qu'il faut avoir une action volontariste qui se restreigne en quelque sorte à l'amélioration d'indicateurs, on peut se poser des questions. Est-ce raisonnable de s'en tenir à cette vision-là? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu plus d'interrogation sur quel est notre rôle en tant que membre du comité national, en tant qu'évaluateur et évaluatrice de nos collègues? Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on s'est dit, ben, si on est dans cette situation-là, c'est que finalement, il y a des biais plus ou moins implicites dans notre stratégie d'évaluation et il faut améliorer cela. Donc, on a suivi toujours une stratégie qui était pour résoudre le biais de genre, eh bien, il faut s'attacher à améliorer la qualité de l'évaluation en recherchant les biais cachés qui peuvent exister dans nos critères. Alors, il faut savoir qu'au CNRS, au Comité national, les critères, ce sont des choses qui sont publiques et partagées, donc ils sont explicites, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément vierges de biais implicites. Donc, un premier travail qui a été fait, c'est de se concentrer un petit peu sur les tâches de direction et d'animation, dans la mesure où ces tâches sont des points d'évaluation qui sont assez cruciaux pour le passage ou la promotion dans le corps des directeurs de recherche, et une analyse un petit peu exhaustive des critères de l'ensemble des sections a montré qu'effectivement, autant on a pas mal de finesse dans l'appréciation de l'activité scientifique des gens, parce qu'on sait faire la part des choses entre ceci, cela, autant dans l'explication des critères, c'était assez brutal. C'était beaucoup des choses qui concernaient l'existence de la prise de responsabilité, éventuellement sur des grosses ou moins grosses responsabilités, mais il n'y avait rien qui concernait la qualité, la façon dont les gens, ou très peu du moins, exerçaient la responsabilité. Donc on a organisé un atelier en juillet 2019 pour essayer de travailler sur cette question, avec le but de se dire peut-être que de cette façon-là, les sections vont pouvoir essayer d'y réfléchir et d'actualiser leurs critères. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire dans notre section. Alors, on a abouti à différentes lignes de force qui sont mentionnées sur l'écran devant vous. Il y en a 3. La diversité des profils, les éléments de contexte, donc on retrouve des choses qui ont été mentionnées par Pascal Barbier à l'instant, et la nécessité de formation, et donc c'est ce qui va structurer la suite de l'exposé, qui va être exposé maintenant par Alès. Merci François. Donc effectivement, il nous est apparu assez évident quand nous avons vu qu'une partie du travail d'évaluation, surtout au passage clé qui est le passage DR, pouvait être perçu comme un comptage de casquettes. Il est important d'être chef d'équipe pour espérer être dans ce parcours linéaire dont parlait Pascal Barbier à l'intervention précédente. Il nous a semblé assez utile d'expliciter le fait que ce n'est pas tant la participation aux tâches d'intérêt collectif, à ces responsabilités d'animation collective qui est importante, tant la manière dont elle est exercée. Dans une section, un critère se lisait comme aptitude à prendre la direction. Et c'est vraiment c'est apprendre la direction et non pas l'exercer. Donc, expliciter, vous voyez ici dans la colonne à droite en orange foncé, comment nous avons hérité du critère et que nous l'avons adopté au début de notre mandature. Il y avait écrit « participation aux tâches d'intérêt collectif » et nous l'avons fait évoluer. C'est écrit dans la colonne avec le fond en jaune foncé. Effectivement, la participation est importante, mais il est nécessaire de décrire les activités, la manière dont elle est exercée, le niveau de complexité, en faisant un choix, la capacité à se former et l'impact de ces actions. Donc, il est vraiment utile d'aller plus finement dans une évaluation de la qualité pour être sûr de faire une bonne évaluation. Or, une question peut-être qui peut sembler immédiate et à laquelle on va essayer de répondre, c'est pourquoi est-ce qu'améliorer cette évaluation devrait aider
la diversité de profils? Pourquoi faire mieux devrait aider la parité? Il nous semblerait que les critères tels qu'ils sont affichés au début de mandature, et en général, comme François vous a dit, on a essayé de regarder sur toutes les sections, il y a une capacité à évaluer et à mettre en avant des qualités que nous pouvons considérer comme agentiques. C'est un mot qu'on tire d'une théorie aussi de leadership, hein, de capacité à être chef. Donc l'agentisme, la capacité à émerger sur les autres. Ces qualités-là, qui sont des qualités importantes, sont mises en avant, sont évaluées et sont prises en compte pour évaluer positivement un dossier. En revanche, les caractéristiques que nous pouvons plutôt appeler de communales et qui, dans cette théorie des Big Two, vous voyez en bas de votre écran une référence à un document qui est disponible sur HAL. C'est notre rapport qui fait une 50aine de pages et qui rappelle un peu les éléments que nous allons présenter assez rapidement maintenant et qui, si ça vous intéresse, peut donner des précisions. Donc, si nos critères sont bien outillés pour reconnaître les qualités agentiques, la capacité à émerger vis-à-vis des autres, ces critères ne sont pas du tout affinés pour mettre en valeur les qualités communales, qui sont les qualités qui plutôt sont tournées vers la capacité à travailler ensemble. Et on voit bien qu'il est nécessaire d'avoir des qualités des deux natures. Or, par construction sociale, et c'est là que ça reboucle sur la parité, par construction sociale, les femmes sont formées, j'aurais envie de dire, en pensant à Simone de Beauvoir et au fait qu'on ne naît femme, on le devient, à s'identifier, à intérioriser des qualités communales, tandis que les petits garçons et les hommes en général, à s'identifier avec des qualités plus agentiques. Évidemment, ce n'est pas stricto tous les hommes comme ça et toutes les femmes comme ça, mais il y a quand même des distributions asymétriques qui pourraient en partie donc expliquer pourquoi des critères centrés sur l'agentisme induisent aussi une disparité de genre. Un autre niveau d'explication qui nous semble aussi assez intéressant, c'est que ces théories de séparation en Big Two, agentisme communal, a aussi, dans la littérature que vous trouvez dans notre rapport, montré que les personnes qui intériorisent plus des qualités agentiques vont probablement aussi avoir des objectifs extrinsèques. Donc, par exemple, une reconnaissance sociale explicite, une carrière peut-être linéaire dont nous parlions avant. Tandis que les personnes qui s'identifient plus ou qui ont intériorisé plus ou qui sont meilleures aux qualités communales vont plutôt viser des objectifs intrinsèques, comme l'idée d'appartenance à une communauté. Et nous avons l'espoir que élargir les critères, donner un signe clair qu'il n'y a pas que l'agentisme qui compte, il y a un équilibre entre les deux à trouver et il y a une possibilité aussi d'avoir une diversité de profils pour faire ensemble quelque chose de plus fort, puisse donner une envie aux groupes qui étaient mentionnés avant, ceux qui doivent se mettre à la distance, de se dire je peux aussi me reconnaître ici. Donc, cette discussion a commencé autour des tâches d'intérêt collectif parce que c'était celles qui semblaient les plus pertinentes pour analyser ce déficit de promotion des femmes chercheuses en butée au passage chargée de recherche, qui au CNRS est déjà un poste permanent, à directrice de recherche. Mais nous avons vu qu'en réalité, même autour de la production des connaissances, il est tout à fait raisonnable de intensifier l'attention des évaluateurs sur la qualité de la production scientifique et non pas seulement cette idée que c'est la production scientifique
peut-être aussi en termes quantitatifs et non seulement qualitatifs, qui peut être intéressant, qui peut être important, avec une demande explicite d'expliciter le rôle de la chercheuse ou du chercheur et en mettant l'accent sur l'impact des contributions les plus significatives par rapport à l'état de l'art, effort entrepris dans la démarche sciences ouvertes. Vous voyez qu'il y a quand même des points de similitude avec cette démarche. Donc, quand nous parlons de description d'une manière et aussi de l'impact de ces actions, nous voyons tout à fait que dans un dossier, donc, il est nécessaire aussi de panacher une description qui relève peut-être plus de l'auto-évaluation à des données chiffrées objectives et à des éléments qui relèvent même plutôt d'une évaluation par l'entourage, que ce soit des supérieurs ou même des personnes encadrées. Et que c'est le panachage de ces trois différents types de restitution du propre travail qui peut permettre de contenir les biais qui sont contenus dans chacun de ces manières de présenter isolément. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'un dossier qui ne montre que des chiffres objectifs, probablement peut porter des biais parce que nous ne savons pas, par exemple, comment l'entourage ressent le travail qui a été mené, ou bien nous ne savons pas la façon dont ça a été obtenu. Donc, ceci ne sont que deux exemples sur la participation et la production scientifique avant, après, que nous allons vous présenter maintenant. Il y en a 21. Nous avons un peu décortiqué toutes les différentes entrées et essayé de rentrer un peu plus dans le détail. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les 21, évidemment. Ils sont disponibles. Nous avons pu les officialiser et nous y sommes appuyés pour le dernier concours 2021 et pour les dernières évaluations que nous avons menées au printemps. Mais je vais quand même vous en donner une troisième parce que ça me permet de faire le lien entre le deuxième axe fort, la deuxième ligne force qui a été mentionnée par François. Non seulement rechercher des qualités pour diversifier les profils et diversifier, se rendre compte qu'il y a plusieurs façons d'être excellent, si c'est l'excellence qu'on vise, l'excellence individuelle, mais aussi que les éléments de contexte sont importants pour éviter des biais évidents. Nous venons d'entendre dans la présentation précédente que ne pas prendre en compte le contexte est probablement pas une façon équitable de faire une évaluation. Je donne un exemple. Ça a été aussi mentionné, nous faisons un métier qui considère normal et qui est greedy dans le sens, par exemple, d'une mobilité événementielle. Nous avons fait évoluer le critère de participation à des conférences en élargissant la palette de qu'est-ce qui pouvait être considéré comme de la dissémination. Donc maintenant, explicitement, il y a mise à disposition des données ou des logiciels, participation à des congrès reconnus ou à des séminaires. Et en note, on a mis en avant, par exemple, l'idée qu'on peut aussi considérer qu'une participation à la conférence ne doit pas être nécessairement honorée que à titre personnel, mais une capacité à favoriser l'implication des membres de son entourage scientifique peut aussi permettre de montrer qu'on est actif dans la dissémination sans pour cela devoir sélectionner que des personnes qui ont ce capital mobilité, cette disponibilité de temps à participer. Nous avons aussi essayé de mettre en avant le fait que ce n'est pas tant la quantité de participation, surtout en cette période où il y a une multiplication commerciale des fois prédatrice d'invitations que nous recevons à aller à des congrès et qu'il faut vraiment essayer de comprendre que c'est l'importance du congrès avec des interventions les plus significatives sans qu'il y ait cet effet d'accumulation qui était quand même mentionné avant et qui n'aide pas cette conciliation.
pour étayer un peu plus cette idée que le contexte est nécessaire pour avoir une évaluation équitable. Nous avons cité ce travail qui est sorti l'année passée dans Nature et qui a essayé d'étudier l'effet de la crise Covid sur la disparité de genre dans les publications. Et nous voyons qu'il y a un effet très marqué où les femmes, dans ces 13 journaux autour de la médecine qui ont été analysés, ont subi un grand ralentissement ou diminution de leur publication. Comment est-ce que cette crise Covid et cet moment d'arrêt va être pris en compte dans l'évaluation? Est-ce une bonne évaluation de ne pas prendre ça en compte quand dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, le dossier de ces personnes viendra à l'évaluation? Un point qui nous semble important et qui est ressorti de notre travail, c'est que privilégier la qualité… Oui. Juste que si tu peux, ensuite il faudra qu'on laisse un peu de temps pour les questions. Bien sûr. Donc je vais un peu accélérer pour dire que le contexte est important, que ce soit scientifique, professionnel, mais aussi personnel, qu'il y a probablement des problèmes non seulement juridiques, il faut faire attention, mais aussi d'autres ordres. Vous trouverez des données sur le fait que même au CNRS, même en sciences et dans les autres comités, on a une association dans la mémoire sémantique, ça veut dire la mémoire des concepts, qui associe science et masculin, que c'est un stéréotype implicite et qu'il affecte les décisions des jurys et que ne pas travailler, ne pas se former à l'évaluation va conduire à des travaux moins importants. Il faut donc expliquer pourquoi les éléments de contexte sont importants. On a un module d'e-learning au CNRS et je vous en parlerai. Nous arrivons donc aux perspectives que va donner François. Oui, alors on va peut-être aller assez rapidement aussi. Au terme de ce travail, il y a quand même un certain nombre de points qui sont positifs. On a vécu, en tout cas au sein de notre groupe, un travail collectif basé sur le consensus qui a été assez agréable, qu'on a élargi au niveau des autres sections et de la CPCN, qui a une motion qui a aussi été unanime. Et ce qui répond déjà à une des questions que j'ai vu passer dans le chat, tout ça a même… comment dire, c'est élargi puisque on retrouve les mêmes intérêts, les mêmes sur la diversité des profils, les éléments de contexte dans le nouveau format des dossiers de candidature qui ont été introduits cet été au CNRS par la direction. Donc là, il y a des choses qui avancent doucement dans les consciences. Il reste quand même des points un peu plus durs. On entend encore beaucoup parler de l'autocensure des femmes comme explication du retard de carrière, au-delà de l'affirmation un peu désobligeante, parce qu'après tout, ça serait de la faute des femmes si elles ne sont pas aussi bien promues que les hommes. Il y a quand même une ignorance là-dedans. Pascal Barbier nous a expliqué tout à l'heure que les hommes et les femmes n'ont pas toujours les mêmes systèmes de référence. Et en sciences, on évolue dans un contexte où le système de référence, historiquement, il a été bâti par et pour des hommes. Et ignorer cela, c'est simplement endosser des stéréotypes de genre et nier qu'il puisse y avoir des biais implicites dans l'évaluation. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a des remèdes qui peuvent se justifier parfois. Je pense aux quotas. Mais ces quotas, ça ne dispense pas du tout de travailler sur les causes systémiques de l'affaire. Si on se contente d'essayer d'appliquer des quotas comme remède transitoire, si ce remède s'arrête, eh bien, la situation reviendra à ce qu'elle était. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dont on n'a pas le temps de… Je voudrais aussi, dire un petit mot sur quelque chose qui est bien en retard aussi, en tout cas au sein de notre établissement, c'est mettre les femmes au poste des premières responsabilités. Et ça dépasse la question de la promotion. Actuellement, on a 10 instituts au CNRS, aucun n'est plus dirigé par les femmes depuis que Astrid Lambrecht est partie il y a quelques semaines. Tous les instituts sont dirigés par des hommes. Ce n'est pas vraiment normal. Et ça relève essentiellement de la direction.
Bon, donc il faut continuer sur l'évaluation, dans la formation, comme Alès l'a dit, dans la diffusion aussi de ces éléments auprès de l'ensemble de la communauté. Et puis, quelque chose aussi qu'il faudrait, sur lequel un chantier qu'il faudrait ouvrir, mais qui est très difficile, c'est que, en fait, l'évaluation, c'est pas seulement un acte ponctuel dans les moments clés d'une carrière, ça devrait, en toute rigueur, marcher de pair avec l'accompagnement de la carrière des chercheuses et des chercheurs. Et là, il y a énormément à faire et c'est assez difficile compte tenu de ce qu'est le monde de la recherche. Donc, il y aurait vraiment à réfléchir là-dedans. Voilà, donc en conclusion, la parité, un objectif ou un indicateur, ben, clairement c'est un objectif qui doit s'intéresser non seulement au moment clé de la carrière, la gestion des flux, mais aussi à la gestion du stock, l'accompagnement. Le travail doit se concevoir sur des échelles de temps variées, différentes, tant du point de vue de l'évaluation que du point de vue de l'accompagnement. Donc, et se rappeler que cette temporalité, c'est un facteur identifié dans la discrimination. Et en fin de compte, il faut aussi essayer d'abandonner un point de vue qui est un petit peu traditionnellement conféré à l'évaluation, c'est une forme de position de pouvoir, c'est les gens qui vont décider de la promotion, de l'avancement dans la carrière. En fait, l'évaluation, elle devrait viser essentiellement au progrès de l'organisme, au progrès des membres et des individus qui composent cet organisme et s'intéresser aux conséquences de son action. Et donc, ce qu'il faut, c'est privilégier les compétences, essayer de voir finement, de pouvoir les identifier globalement aussi, et de construisant des outils appropriés et en proposant des choses pour mettre les meilleures personnes aux meilleurs endroits. Et ça, c'est une question qui dépasse l'équilibre entre les hommes et les femmes, c'est celui d'avoir une évaluation qui soit équitable et performante. Et si on y arrive, eh bien, on aura réduit, je pense, les biais genre. Alès, dernier mot. Vas-y, François. Non, moi j'ai fini. Ok. Je voulais juste, et là c'est vraiment une minute, mais quand même se rendre compte qu'on le voit nous-mêmes, que notre travail a des limites. L'exercice est cadré, voire borné. Ce travail s'est intéressé seulement aux évaluations individuelles et il faut poser la question sur quel est l'effet de cet accent sur l'évaluation individuelle quand on se rend compte que la science est un travail collectif. Le deuxième, c'est que nous avons parlé du promotion DR, DR2, DR1, CR2. Or, il ne s'agit que d'une partie du CNRS. Ici, des chiffres un peu plus précis, on y reviendra si on a le temps. On pourrait parler des CRHC hors classe. De nouveau, ça c'est un point important. Mais le point que je voulais faire, c'est que les chercheuses au CNRS sont 3838 et les ingénieurs et techniciennes sont 6681. Donc, c'est un travail aussi qui est limité de ce niveau-là. Promouvoir ne veut pas dire donner des responsabilités. Les nominations au poste sont encore différentes et ça, nous ne l'avons pas activé. Et enfin, parité sans équité, est-ce que c'est vraiment un objectif? Voilà, donc j'arrête la parole aux auditeurs et auditrices. Et peut-être commencer par Véronique. Est-ce que tu veux sortir une ou deux questions qui sont arrivées dans le fil de la discussion ? Est-ce que je réponds tout de suite ou oui? Oh, peut-être, oui. Oui, ça va être assez rapide, hein, la réponse est non. Par contre, je peux rediriger la collègue vers une psychologue qui a travaillé initialement sur le projet, qui s'appelle Maria Del Rio Caral. Je vais écrire son nom dans le chat, qui, elle, est donc psychologue et s'est intéressée sous un angle psychologique et vous trouverez des choses chez elle. Je vous écris ça dans le chat. Merci. Véronique,
Sinon, j'ai vu qu'il y avait dans le chat aussi une question à Pascal Barbier, savoir si dans d'autres domaines où le travail était très exigeant, est-ce qu'on retrouvait le même problème de carrière des femmes, donc genre femmes médecins, avocats, cadres de haut niveau dans de grands groupes industriels, et comment intervient le niveau de salaire qui est crucial pour pouvoir payer nounou, babysitter, aide pour le ménage. Donc, est-ce qu'il y a d'autres métiers qui ont été étudiés sous le même angle? Alors, une enquête des années 2000 de Catherine Marie sur les ingénieurs, qui a fait date en sociologie, s'était penchée sur la question également et constatait, bon, en dehors des inégalités de salaire et de carrière, le fait aussi que ce sont des femmes qui s'engagent dans des familles moins volumineuses que d'autres, avec moins d'enfants, etc. Et ce qui ressort le plus massivement de toutes ces enquêtes sur des milieux professionnels très qualifiés, demandeurs du point de vue du temps de travail, c'est en fait le fait qu'il y a une sorte de prime au statut de père. C'est-à-dire ceux qui font les meilleures carrières et qui tirent le mieux profit de la parentalité, ce sont les pères, alors que les mères, elles, voient leur carrière s'abîmer du fait de ce statut de mère. Donc, un vieux mécanisme sociologique qui a été repéré en 80 par François de Singly, voilà, cet avantage donné au statut de père, le fait d'avoir des enfants quand on est un homme, rend la situation professionnelle plus avantageuse, plus prometteuse, alors que quand on est femme, elle donne toutes les chances de voir la situation se dégrader. C'est une vieille chose qui est toujours tout à fait présente. Merci. Sinon, je vois que Marie-Bernadette Le Petit demande la parole. Isabelle, si tu peux ouvrir son micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, donc je voulais juste faire une remarque sur puisqu'on a parlé des dernières mesures mises en place au niveau du CNRS, sur le fait que la fusion entre les CR2 et des CR1 pour donner des CR de classe normale a pour conséquence quasi structurelle le fait de retarder l'âge d'embauche. Et quand on arrive à des âges d'embauche qui frisent les 35 ans, pour beaucoup de dames, cela veut dire rentrer en compétition avec le fait de pouvoir jamais avoir une vie de famille ou une maternité. Avoir une maternité avant d'être embauché au CNRS, c'est en gros s'enlever toutes les chances d'espérer avoir un poste un jour, et la retarder à 40 ans, c'est un problème personnel. Donc en fait, ce que l'on voit depuis 2-3 ans, c'est quand même une forte diminution des candidatures dû à ce fait-là. Beaucoup de dames abandonnent avant parce que c'est trop tard. Donc si on arrive à les embaucher, c'est quand elles sont très jeunes, aux alentours de 30 ans, mais après, après c'est fini. Et je crois que cette mesure est catastrophique pour l'avenir. Surtout aujourd'hui, j'ai pu faire un petit décompte puisque j'ai été référent parité pour ma section du comité national qui vient de se terminer les 5 dernières années. En gros, pour une femme qu'on embauche, il y en a 3 qui partent à la retraite en section 3. Donc ça veut dire que le nombre de dames diminue. Merci Marie-Bernadette. Sinon, je voulais faire une petite... Ah, ou François, tu veux répondre? Oui, voilà, je vais peut-être dire un mot sur ce qu'a dit Marie-Bernadette. Il y avait aussi une question que j'ai vu passer dans le chat sur les possibilités, entre autres légales au CNRS, de connaître ou de donner la parole sur la vie personnelle du candidat. Et donc, effectivement, c'est un point assez critique et technique sur lequel on s'est beaucoup interrogé. Donc, il y a 2 principes qu'il faut respecter. D'abord, le premier principe, c'est que ça ne peut être que sur la base du volontariat, c'est-à-dire que les gens qui sont candidats à quelque chose ou qui sont évalués même par la commission peuvent, s'ils le souhaitent, donner des indications, mais ils ne sont clairement pas obligés de dire s'ils pensent que ça ne leur est... s'ils ne le désirent pas, tout simplement. Voilà. D'autre part, ces éléments de contexte personnel, ça ne peut pas être un critère absolu, un critère au sens authentique sur l'évaluation des personnes. Ça, c'est borné par la loi parce que il y a effectivement,
le grand principe ultime, c'est seulement les mérites de la personne. Ça remonte à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1790, donc c'est pas jeune. Le fait de savoir si on évolue dans tel contexte ou tel autre, ce n'est pas un élément de mérite. Enfin, ce n'est pas directement un élément de mérite. Ceci dit, il y a quand même des possibilités d'attirer l'attention des jurys sur ces éléments de contexte dans la mesure où ils sont donnés par les candidats. Donc, il y a quand même une voie étroite sur laquelle on peut quand même inciter et tenir compte dans une certaine mesure, dans la mesure où ça influe sur la vie professionnelle et pour l'évaluation des mérites des candidats. Et sur ce qu'a dit Marie-Bernadette, je peux que confirmer. Ceci dit, il y a quand même une certaine attention pour l'instant encore qui est portée sur le fait de continuer à essayer de recruter le plus près possible de la thèse. Alors, elle n'est pas portée de façon équitable dans toutes les communautés, hein. Il y a des très grandes différences suivant qu'on est en physique, en chimie ou en biologie sur les âges de recrutement et ce qu'on attend des personnes recrutées. Et il y a des disciplines dans lesquelles c'est beaucoup plus sévère que d'autres. Mais globalement, pour l'instant, j'ai l'impression que les gens au sein des sections, ils ont vécu ce passage, cette disparition des CR1, CR2, et ils restent attentifs à ne pas trop décaler les âges de recrutement. Et Alessandra, tu veux ajouter quelque chose? Oui, j'aurais souhaité aussi rebondir sur une autre question que j'ai vue dans le chat, un autre point qui me semble important sur l'autocensure et cette idée que nous sommes tous aussi, tous et toutes responsables à aider nos plus jeunes collègues, mais aussi nos collègues en général, à dépasser cette autocensure. Et l'activité de mentorat, par exemple, était importante dans ce sens. Mais l'autocensure est une discussion qui mérite, qui a un thème qui mérite une discussion un peu plus large, parce que, un, elle a bon dos, hein, François l'a déjà dit. Deux, nous avons vu que c'est difficile de définir l'autocensure et que des années où il y avait moins de postes, le fait qu'il y ait plus de candidatures féminines n'aboutissait pas nécessairement à un enrichissement de femmes à la fin du jeu. Tandis que des années où il y avait moins de tension sur les postes, plus de candidatures féminines semblaient corrélées avec un recrutement plus paritaire. Donc, candidater, c'est bien, mais il faut se rappeler qu'il y a toute une série d'échéances à passer après qui ne dépendent pas que de l'autocensure. Et enfin, autocensure, on considère de l'autocensure des fois un choix conscient. Hein, Monsieur Barbier nous en a parlé. Ça peut être simplement un choix de ne pas candidater et pas de ne pas se sentir à la hauteur. Et que élargir des horizons professionnels peut aussi permettre de répondre à ça. Donc, ne pas se contenter d'un travail autour de l'autocensure qui fait porter la charge sur la femme en général. Je peux répondre si tu veux. Enfin, je crois pouvoir dire que d'abord, ce qui concerne l'aspect interdisciplinaire, on ne l'a pas inclus explicitement dans le champ du travail qu'on vous a présenté, donc on n'a pas de données particulièrement originales là-dessus. Maintenant, sur la question de faire appel à d'autres choses, il y a deux dimensions. Il y a d'abord certaines frontières ou interfaces de l'interdisciplinarité qui sont spécifiquement traitées par des commissions interdisciplinaires devant lesquelles les gens peuvent se présenter. Et puis d'autre part, au sein de chaque section, si on a un défaut d'expertise, en particulier au sein à une interface avec notre discipline, dans la mesure où on l'a anticipé, c'est un petit peu ça la réserve, et puis dans des mesures qui sont assez sévères, on peut faire appel à ce qu'on appelle des experts. Maintenant, ces experts, il faut les anticiper et on doit les prendre uniquement dans une autre section du comité national, ce qui limite quand même le vivier de façon assez
drastique, mais c'est une pratique qui est utilisée par, je ne sais pas, 10% peut-être des sections chaque année. Oui, sinon, je voulais faire une remarque aussi. Donc, je trouve dans le travail que vous avez fait à la section 14, vous montrez qu'en vous posant la question d'une éventuelle un aspect discriminatoire des critères de sélection, vous avez réfléchi à comment mieux définir vos critères et que finalement, vous vous rendez compte que vous en arrivez probablement à faire une meilleure évaluation, mais autant pour les femmes que pour les hommes. C'est-à-dire que le fait de se poser une question sur la parité, la diversité, finalement, remet en question toute la façon d'évaluer. Et je me demande dans quelle mesure si le travail qu'a fait Pascal Barbier sur les doctorants et postdoctorants, finalement, vous voyez que vous avez des profils, donc alors je ne me souviens plus les termes que vous avez utilisés, mais vous avez le profil des personnes qui sont majoritairement des hommes et qui se consacrent totalement à leur recherche, qui d'une certaine façon vont être ceux qui vont être majoritairement recrutés dans le système. Et alors, on peut se poser la question, parce qu'il y a la promotion, mais il y a aussi le recrutement, puisque le recrutement est une étape vraiment très importante. Et est-ce que du coup, ça conduit à un recrutement d'un profil de personnalité qui est relativement homogène? Et est-ce que c'est pas quand même pénalisant pour l'ensemble? C'est-à-dire, il n'y a pas que l'aspect parité à prendre en compte, il y a aussi l'aspect vie de l'institution. Et est-ce que l'institution n'a quand même pas intérêt à recruter des gens beaucoup plus divers et qui ne sont pas tous, enfin tous ou très majoritairement sur le schéma de, il me semble que c'est ce que Alessandra et François appellent agentique. Agentique. Voilà, et donc finalement, c'est un petit peu cette question, en se posant la question de la parité, est-ce qu'on ne se pose pas une question plus générale sur le type de personnalité qu'on veut recruter ou promouvoir dans nos institutions? Oui, je pense que tout à fait. Premièrement, je pense que c'était un des points de départ de notre positionnement. S'il y a une telle disparité, ce n'est pas un problème des femmes, c'est plus probablement un problème du système. Nous faisons de la façon dont nous avons construit notre sélection, notre appréciation, des choses injustes. Et c'est visé à corriger ça. Il y a évidemment plein d'autres éléments et causes, mais devant notre porte, nous avons essayé de balayer par rapport à ces critères. Donc, la prise en compte du contexte rentre dans cette idée. L'idée que nous faisons une chose en apesanteur où le contexte n'a pas d'importance est injuste, fondamentalement. L'autre question sur le recrutement, je vais peut-être laisser François parler parce que je crois que là, on n'a pas beaucoup changé, hein. Il faut apprécier un potentiel. L'appréciation d'un potentiel est aussi chargée de biais implicites énormes. Donc, c'est une question trop difficile pour moi. Je passe à François et je donne juste un autre petit point sur le fait que c'est un système, la parité pour nous n'était qu'une porte d'entrée. Et c'est d'améliorer l'évaluation. Ce n'est pas nécessairement d'avoir plus de femmes, mais nous pensons qu'en faisant quelque chose de meilleur et de plus juste, mécaniquement, ces biens de genre seront gommés. Oui, alors je ne sais pas si je peux répondre de façon satisfaisante à la question sur le recrutement, mais effectivement, je crois que poser la question de la façon dont Dominique l'a fait, c'est déjà y répondre. Bien sûr, l'institution s'enrichit à avoir une diversité de profils. Alors, ceci dit, c'est des choses qui sont peut-être plus faciles à apprécier chez des gens qui ont déjà, comment dire, une pratique un peu plus soutenue de la recherche, de savoir la façon dont ils gèrent leur barque, en quelque sorte, et d'avoir une diversité de profils, que si on recrute des gens au plus près de la thèse, où finalement leur personnalité a trouvé moins
de temps pour s'exprimer sur un plan personnel. Quand on est doctorant, puis éventuellement un petit peu postdoc aussi, on est quand même guidé par des superviseurs et donc on n'a pas toute son autonomie et sa marge de manœuvre. Donc, c'est plus difficile quand on recrute au plus près de la thèse d'avoir une appréciation sur des profils qui seraient très, très diversifiés sur la façon dont les gens se comportent, quelle est leur façon d'émerger ou de nouer des relations. Ça, c'est un petit peu moins facile. Mais c'est pour ça qu'on a fait porter cet effort-là plus sur les tâches d'animation et de direction de la recherche, qui sont des choses qui sont importantes pour le passage DR, donc sur des gens un peu plus confirmés. Et puis sur l'esprit du travail, je ne peux que réenfoncer le clou d'Alès. Effectivement, de toute façon, intellectuellement, ce n'était pas satisfaisant du tout de se dire il y a un problème de déséquilibre homme-femme, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une prime aux femmes sans réfléchir, parce que c'est remplacer une forme d'inéquité de fait par une inéquité de méthode qui n'aurait pas du tout été satisfaisante sur le plan méthodologique, je pense. Si je peux répondre juste brièvement à la remarque très, très intéressante, très juste hein, sur ce que devient notre institution à force de recruter, de la manière dont elle recrute. C'est très juste, bien sûr, c'est évident et essentiel. En fait, il y a deux toutes petites remarques à faire. La première, c'est que vous parlez de se former à l'évaluation. C'est essentiel. Il faut aussi avoir du temps pour évaluer. Et que cette activité soit pas rémunérée, mais soit bien défrayée du point de vue temporel. Ce que l'on sait au sujet de l'évaluation, c'est qu'il est tellement difficile d'intégrer l'institution que lorsqu'on est dans position d'évaluer ensuite, on devient une sorte de gardien du temple qui cherche à faire payer à ce qu'on a dû consentir aux autres. Et recruter des gens extrêmement performants, efficaces et qui ont tout donné à la recherche, c'est à terme potentiellement produire des évaluateurs qui voudront retrouver des clones dans les candidatures. Donc c'est un effet. Au-delà, donc c'est la deuxième remarque, au-delà de cela, j'en ai pas parlé ici, mais il est tellement difficile de se conformer aux attentes de l'institution que bien sûr la différence, au-delà du genre, c'est la capacité d'être familier de l'institution. Et donc du point de vue de l'origine sociale, l'institution est aussi très 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 homogène dans son recrutement social. Et c'est aussi un des problèmes, un des enjeux qui est en fait beaucoup plus ancien, repéré depuis très longtemps, mais qui fait très peu l'objet de réflexions comme cela peut être le cas du point de vue du genre, par exemple. Il y a des commissions parité, des commissions égalité, mais une réflexion sur qui devient chercheur, sur la base de quelle origine sociale, après quel parcours, ça ne fait pas débat. Et c'est ça ne manque pas d'interroger. Oui, à ce propos, si je peux juste partager que la question que je me pose, elle rejoint tout à fait ce qui vient d'être dit, et qui est la chose suivante, c'est que nous avons aussi une forme de liberté qui nous est précieuse dans notre façon de conduire la science, et que cette liberté s'accommode mal de certaines normalisations, d'évaluation, de grilles de compétences, d'autres outils qui sont utilisés par exemple dans le secteur privé, mais qui peuvent aider à cette professionnalisation de l'évaluation. Et donc cette liberté qui nous est chère, nous la payons aussi sur le fait que les réseaux deviennent très importants et que des phénomènes de cooptation homophile, de chercher un clone et dans son père et dans son fils, etc., fait que nous le payons avec une forme d'homogénéité. Et comment casser ça? La deuxième question que je me pose, c'est qu'il est évident que d'un point de vue, on va dire, moral, devoir penser qu'il faut concilier travail et famille, et que peut-être c'est un jeu, un équilibre à somme nulle. Donc, quelqu'un qui arrive à être un peu plus en famille fera moins de temps sur la science. Est-ce qu'on peut aussi avoir des arguments qui démontrent que la somme totale, même faite par des personnes qui dédient moins de temps,
est plus haute que la somme de personnes qui passent 24 heures à travailler. Est-ce qu'on a vraiment... je suis familière de quelques travaux, mais c'est une question qu'il faut réussir à laquelle on doit réussir à répondre de façon percutante et concise. Merci. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Véronique, sur le fil de discussion, tu as... Et sinon, là, je vois une petite remarque d'Éric Collet. Est-ce que les collègues qui s'engagent dans des comités signent une charte mentionnant la prise en compte de plus d'équité? Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit devoir exister, non François, c'est pas encore le cas. Je ne suis pas sûr que ça existe parce que je dirais que par construction, on est supposé faire preuve d'équité. Donc, c'est un peu comme Coluche, qu'est-ce qui est plus blanc que blanc? C'est pas... Alors, bon, je pense qu'effectivement, quand même, les gens qui sont au sein du comité national, ils sont globalement, ils essayent d'être sincères et de faire du travail de qualité, le plus équitable possible. Ça ne veut pas dire qu'ils sont chacun sans biais et sans... Voilà, c'est des femmes et des hommes qui ont leurs limites aussi. Mais il n'est pas question de faire au départ du travail inéquitable. Donc, il n'y a pas Donc, autant il y a des espèces de chartes, de règles ou de conduite sur les questions, par exemple, de conflits d'intérêts qui sont extérieurs à ça, mais qui se posent régulièrement et qu'on ne peut pas éviter parce que voilà, l'évaluation par les pairs implique aussi que parfois on est partie prenante. Autant sur l'équité, sur un plan très général comme ça, je ne pense pas qu'il y ait des choses explicites. Parce que Non. on n'a pas eu cette chance-là. En fait, on a vécu une période de transition. C'est-à-dire qu'on a eu un exposé d'Anne Pépin, qui était à la tête de la MPDF à l'époque, dans notre session inaugurale. Il y a eu, pour les présidents de section, une réunion du comité Stride en janvier 2017. Et puis après, ce comité a été dissous pour faire place à un comité je veux dire, de plus haut niveau, au niveau du comité de direction du CNRS, un comité restreint, d'où on a peiné à voir sortir des choses, honnêtement. Bon, le mandat n'a pas été très favorable aussi, dans la mesure où Anne Pépin a mis un certain temps à être remplacée. Donc voilà, il y a eu un certain nombre d'événements extérieurs qui n'ont pas aidé. Mais il devrait y avoir une formation aux stéréotypes, non? Alors, il y a sur le site du CNRS une formation aux stéréotypes qui est en self-service, donc les gens sont encouragés. Il n'y a pas que sur le site du CNRS qu'on trouve d'ailleurs ce genre de choses. Oui. Il y a d'autres sites en France ou à l'étranger dans lesquels on a ces choses-là et qui est effectivement assez intéressant de voir parce qu'effectivement, des stéréotypes, on en a tous et en prendre conscience, c'est déjà arrivé à les limiter un petit peu. Alors on a cette ambition-là, c'est-à-dire que de faire un retour à la direction. D'un autre côté, effectivement, nous, on est en fin de mandat, donc légitimement, on ne va pas pouvoir continuer à intervenir directement de la même façon que ce qu'on a fait pendant les 3 dernières années. Mais ceci dit, c'est un peu ce que je disais dans la conclusion tout à l'heure, il y a quand même quelques
quelques idées qui semblent progresser, qui semblent se répandre, qui semblent gagner un peu. Donc, on espère que ça va continuer. On a quand même légué des critères, non seulement en section 14, mais il y a aussi d'autres sections qui ont eu le temps d'adopter de nouveaux critères, mais qui n'ont pas été validés par le SGCN, donc ils ne sont pas encore officiels, mais on espère que ça aussi va pouvoir avancer d'un cran. Et donc, voilà. Mais encore une fois, il y a plusieurs chantiers qui mériteraient d'être ouverts. J'ai mentionné celui d'accompagnement. Il y a aussi le chantier des nominations, qui est d'essayer de comprendre un petit peu comment les processus de nomination interviennent, pourquoi ils sont aussi peu favorables aux femmes. Et c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à faire que dans le cadre des promotions, parce que les promotions, ça se fait dans le cadre du comité national, où les procédures sont un peu normées, où les critères sont explicites, où donc c'est un peu plus facile d'y s'y retrouver, disons. Au moins quand on n'est pas spécialiste. Ok, mais écoutez, je pense qu'il est temps de conclure. Là, je crois qu'on a eu vraiment une discussion très intéressante, et je veux dire vraiment un grand merci à Pascal Barbier, Alessandra Cadrelli et François Ozanam d'avoir bien voulu présenter donc tout le travail et la réflexion qu'ils ont mené sur ces thèmes-là. Juste un petit mot, il y a jeudi midi une table ronde sur, alors je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais un peu sur l'évolution des, ça doit s'appeler Labo 5.1 ou 1.5. Non, je ne sais pas, enfin peu importe. Et je pense que ce sera l'occasion pour nous de dire quelques mots sur un travail que nous avons fait au sein de la commission femmes de la SFP sur les points de vigilance à avoir pour les travaux, les conférences, les jurys en visio, et dans quelle mesure, en ayant des points de vigilance, on peut peut-être aller vers un petit peu plus de parité et ne pas tomber dans des biais qui sont ceux qui font, par exemple, qu'on a moins de femmes qui sont invitées dans des conférences ou qui interviennent moins facilement. Et donc, je pense que quelqu'un de la commission femmes interviendra lors de cette table ronde pour présenter en quelques mots ce travail qui est en cours en fait à la SFP et qui va être diffusé donc à partir de la rentrée. Donc, on avait déjà une charte de parité pour les conférences et là, on va avoir un guide de bonne pratique pour les conférences et les jurys en visio. Voilà, mais écoutez, vraiment, merci beaucoup, aussi bien aux invités qu'aux participants. François, tu veux encore dire un mot? Je voulais juste te dire un petit merci aussi à Dominique, et en particulier pour nous avoir rappelé, évoqué Claudine Herman en début de ton intervention. C'est quelqu'un, effectivement, que beaucoup connaissent, et qui nous avait, nous aussi, aidés dans notre travail dans le groupe Parité de la section 14. Ouais. Voilà. Merci à vous. Écoutez, merci beaucoup. Puis merci aux organisateurs et aux organisatrices de la table ronde et de la conférence. Au revoir.